Maman, pourquoi tante Rachel porte l'alliance de papa? La question d'Emma, ma fille de 9 ans, m'a frappée de plein fouet alors que j'étais devant l'évier, les mains gelées sous l'eau. L'assiette que je lavais m'a glissé des doigts et s'est brisée contre l'inox. Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie? Emma leva les yeux de ses devoirs, son crayon toujours en mouvement sur sa feuille de maths. Tante Rachel porte une bague exactement comme celle de papa. Je l'ai vue hier quand elle est venue me chercher à l'entraînement de foot. Elle a même les mêmes rayures. Ma sœur Rachel, l'alliance de mon mari Marc. Mes mots semblaient incohérents. Ma chérie, je suis sûre qu'elle y ressemble juste, ai-je dit. Mais ma voix sonnait bizarre, même à mes propres oreilles. Non, maman, c'est la même. Tu te souviens quand papa s'est coupé le doigt en réparant la clôture l'été dernier, et que sa bague a cette drôle de marque? Celle de tante Rachel a la même marque. Je lui ai posé la question et elle a eu une réaction bizarre et a changé de sujet. Je me suis essuyé les mains lentement, délibérément, gagnant du temps pour réfléchir. La bague de Marc avait été faite sur mesure, dessinée par ma grand-mère, qui était bijoutière. C'était une pièce unique. La petite bosse dont Emma avait parlé s'était produite il y a seulement 3 mois. « Où est ton père ?» ai-je demandé. Il a dit qu'il avait une réunion tard. Une conférence téléphonique avec Tokyo. Emma est retournée à ses devoirs, déjà passée à autre chose, sans se douter que sa remarque innocente venait de déclencher une véritable bombe au cœur de notre vie. J'ai marché jusqu'à notre chambre comme si je nageais dans l'eau. Tout me paraissait lent et pesant. J'ai ouvert l'écrin à bijoux de Marc sur la commode. Son alliance était là, exactement à sa place. Sauf que, quand je l'ai prise en main, elle était trop légère. J'avais porté ma propre bague pendant 12 ans. Je connaissais le poids de l'or, le poids de l'engagement. Cette bague dans ma main n'allait pas. Je l'ai examinée à la lumière et j'ai vu ce que j'avais manqué à chaque fois que je l'avais regardée. L'or était trop brillant, trop parfait. Aucune rayure, aucune bosse. Ce n'était pas la bague de Marc. C'était une contrefaçon. Mon téléphone vibra. Un message de ma sœur. Désolée d'avoir dû partir précipitamment après avoir récupéré Emma. On se prend un café cette semaine? Tu me manques. Je fixai le message, puis la fausse bague dans ma main. Ma sœur Rachel, à qui j'avais parlé presque tous les jours pendant 37 ans. Mon mari, Marc, en qui j'avais une confiance absolue pendant 12 ans. Les 2 personnes que j'aimais le plus au monde après mes enfants. Je m'assis sur le lit et c'est là que je le remarquai. Une légère trace de parfum sur l'oreiller de Marc. Pas mon parfum. Le parfum signature de Rachel, celui qu'elle portait depuis la fac. Jasmin et vanille. Mes mains se mirent à trembler. J'ai fait ce que toute femme trompée à l'ère du numérique ferait. J'ai consulté l'historique des appels. Il m'a fallu 20 minutes pour accéder à notre compte en ligne. Marc et moi avions toujours été totalement transparents. Pas de mot de passe, pas de secret. Du moins, c'est ce que je croyais. L'historique des appels se chargea et mon cœur rata un battement. Des centaines d'appels. Des appels de Marc à Rachel, de Rachel à Marc, parfois pendant des heures, souvent tard dans la nuit. Ce schéma se répétait depuis des mois. Non, pas des mois. J'ai continué à lire. Des années. Ces appels duraient depuis presque 3 ans. 3 ans que ma sœur appelait mon mari à minuit. 3 ans de conversations à voix basse que je prenais pour des appels professionnels. 3 ans de conférences téléphoniques à Tokyo qui, maintenant, me paraissaient être des mensonges flagrants. J'ai eu la nausée. J'ai couru aux toilettes et j'ai à peine eu le temps d'atteindre la cuvette que j'ai vomi mon dîner. Quand je suis revenue, Emma était sur le seuil de la chambre. « Maman, ça va ?» J'ai essuyé ma bouche et j'ai essayé de sourire. « Juste une gastro. »« Ma chérie, va finir tes devoirs. » Elle est partie à contre-cœur, et je me suis rassis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. Je me suis connectée à la boîte mail de Marc. Le mot de passe était notre anniversaire. Bien sûr. Il était tellement sûr de lui que je ne me douterais de rien. J'ai trouvé le dossier intitulé RBM presque immédiatement. Rachel Bailey Morrison, le nom complet de ma sœur. À l'intérieur, des centaines de mails datant de 3 ans. J'ai ouvert le plus récent. Envoyé ce matin même. J'ai tellement hâte d'être à ce week-end. Dis à Sarah que tu as une conférence à Boston.
J'ai déjà dit à mes parents que je rendais visite à mon ancienne colocataire. L'hôtel que j'ai réservé à cette baignoire à pied que tu adores. 3 nuits rien que nous deux. L'email suivant était la réponse de Marc. Billet réservé. Je déteste lui mentir, mais encore quelques mois et on pourra dire à tout le monde. Je t'aime, M, je les ai relus encore et encore. Les mots étaient les mêmes. Mon mari prévoyait un week-end romantique avec ma sœur. Il comptait annoncer quelque chose à tout le monde, et cela faisait 3 ans qu'il faisait ça. J'ai fait défiler d'autres emails. Des photos d'eux ensemble dans des hôtels que je ne reconnaissais pas. Des tickets de restaurants de ville où Marc prétendait être allé pour le travail. Une photo de Rachel portant ce que je reconnaissais maintenant comme étant la véritable alliance de Marc, suspendue à une chaîne autour de son cou. Puis j'ai trouvé un email datant de 8 mois qui a tout empiré. Le médecin l'a confirmé. Je suis enceinte. Je suis terrifiée. Je suis ravie. Je ressens tout cela à la fois. Nous allons avoir un bébé, Marc. Notre bébé. Je sais que le timing est compliqué avec le nouveau poste de Sarah, mais c'est peut-être le signe que nous attendions. Nous pouvons enfin arrêter de nous cacher. Ma sœur était enceinte de l'enfant de mon mari. J'ai fait le calcul. Il y a 8 mois, Rachel était malade à peu près à la même période. Je me souviens qu'elle avait annulé plusieurs de nos déjeuners. Je lui avais apporté de la soupe, inquiète pour elle, et elle était enceinte de l'enfant de mon mari. J'ai continué à lire, mon horreur grandissant à chaque email. Il y avait un message de Marc parlant de prénoms. Un autre concernant la recherche d'un appartement plus grand. Un de Rachel sur le fait de l'annoncer ensemble à nos parents. En famille, les emails les plus récents parlaient du projet. Ils allaient me l'annoncer ce week-end. La fausse conférence de Marc à Boston allait en réalité être le week-end où il m'annoncerait qu'ils étaient amoureux, qu'ils allaient avoir un bébé, qu'ils voulaient être ensemble. Ce samedi, j'allais être prise au dépourvu par ce que Marc qualifiait de dîner civilisé dans son courriel. Mais en continuant à lire, la situation a empiré. Bien pire. J'ai trouvé un dossier intitulé « Juridique ». À l'intérieur, des documents, des accords de garde, rédigés mais pas encore déposés. Marc et Rachel avaient consulté un avocat. Ils ne comptaient pas seulement m'avouer leur liaison. Ils comptaient me prendre mes enfants. Les documents étaient clairs. Marc demanderait le divorce, prétextant mes longues heures de travail et mon indisponibilité émotionnelle. Rachel témoignerait en sa faveur, décrivant des situations où j'aurais soi-disant privilégié ma carrière à mes enfants. Ils avaient des dates, des heures, des incidents précis, le tout déformé pour me faire passer pour une mère négligente. Leur objectif, la garde principale pour Marc, Rachel étant présentée comme la figure maternelle stable. Ils avaient déjà consulté 3 avocats différents avant d'en trouver un qui pensait qu'ils avaient un dossier solide. Il y avait des courriels qui évoquaient mes défauts de mère, des heures supplémentaires, un spectacle scolaire manqué, une autorisation parentale oubliée, toutes ces petites imperfections parentales normales, cataloguées et utilisées comme armes. Rachel, ma propre sœur, documentait tout depuis plus d'1 an, préparant un dossier pour me retirer la garde de mes enfants. J'ai refermé mon ordinateur portable avant de le jeter à l'autre bout de la pièce. Ma sœur, celle qui m'avait tenu la main à la naissance d'Emma, celle qui était présente à l'accouchement pour la naissance de mon fils Owen, celle à qui j'avais confié mes enfants, ma maison, ma vie. Elle couchait avec mon mari et projetait de me prendre mes enfants. Ma raison s'est éteinte. Seule une pensée froide et analytique a pris le dessus. J'avais passé 15 ans comme avocate d'affaires avant de me spécialiser en droit de la famille il y a 3 ans. Je connaissais parfaitement les rouages des batailles pour la garde d'enfants. Je savais me battre et je savais gagner. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma collègue, Jennifer, l'une des meilleures avocates en divorce de Seattle. Sarah, il est presque minuit. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de ton aide, lui ai-je dit. Et surtout, ne pose pas de questions pour l'instant. Peux-tu me voir demain matin, tôt, avant le travail? Bien sûr. De quoi as-tu besoin? De tout ce qui concerne Marc David Morrison. Chaque actif, chaque compte, chaque secret. Et il me faut aussi des informations sur Rachel Bailey Morrison. Un silence. Votre sœur Rachel? Oui. D'accord. La voix de Jennifer devint professionnelle. Je commencerai à rassembler les documents ce soir. Rendez-vous au bureau à 18 h.
J'ai raccroché et rouvert mon ordinateur portable. Cette fois, j'ai commencé à faire des copies. Chaque email, chaque document, chaque photo. J'ai tout téléchargé sur un espace de stockage cloud sécurisé. Jennifer et moi l'utilisions pour les affaires sensibles. Ensuite, j'ai appliqué une méthode apprise durant mes années en droit des affaires. J'ai suivi la piste de l'argent. Cela m'a pris 2 heures, mais j'ai fini par trouver. Marc transférait de l'argent de nos comptes joints vers un compte séparé. De petites sommes au début, quelques centaines par-ci par-là, mais en 3 ans, il avait transféré plus de 200 000 $. Notre argent, mon argent, l'héritage de mon grand-père que j'avais déposé sur notre compte épargne commun. Marc l'avait lentement vidé, préparant sa nouvelle vie avec ma sœur. J'ai ensuite vérifié nos comptes de retraite. Marc avait retiré mon nom de la liste des bénéficiaires de son plan d'épargne retraite il y a 6 mois. La nouvelle bénéficiaire était Rachel. J'avais tout noté. À 2 heures du matin, j'ai entendu la voiture de Marc se garer dans l'allée. J'ai fermé l'ordinateur portable, remis la fausse bague dans sa boîte et je me suis couché. 20 minutes plus tard, il s'est glissé à côté de moi, sentant le parfum de ma sœur. J'ai fait semblant de dormir. « Je t'aime, Sarah », a-t-il murmuré en m'embrassant l'épaule. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai déposé Emma et Owen à l'école comme d'habitude. J'ai embrassé Marc comme d'habitude. Je lui ai souhaité une bonne journée comme d'habitude. Puis je suis allée au bureau de Jennifer. « Bon sang !» s'est-elle exclamée après que je lui ai tout montré. « Ta propre sœur, il faut que je fasse vite », ai-je dit. Il compte me l'annoncer ce week-end. Il faut que j'aie 3 coups d'avance. Jennifer a hoché la tête, ses doigts s'agitant déjà sur son clavier. D'accord. D'abord, on gèle les avoirs. Je déposerai une requête d'urgence cet après-midi. Deuxièmement, nous rassemblons des preuves d'aliénation parentale. Ces courriels parlaient de prendre en compte le nombre de vos enfants. Troisièmement, nous demandons le divorce avant lui. Nous maîtrisons le récit. Et Rachel ? Le sourire de Jennifer était tranchant. Oh, nous avons des projets spéciaux pour Rachel. Pendant les 3 jours suivants, j'ai vécu ma vie comme une actrice sur scène. J'ai souri à Marc. J'ai répondu à ma sœur par SMS, acceptant de prendre un café la semaine prochaine. J'ai aidé Emma à faire ses devoirs et j'ai conduit Owen à son entraînement de baseball. Et en coulisses, j'ai démantelé leur plan pièce par pièce. Jennifer a déposé une requête d'urgence pour geler tous les biens communs, invoquant des preuves de malversation financière. Le juge l'a accepté en moins de 24 heures. Le compte secret de Marc a été gelé. Il ne pouvait pas accéder à l'argent qu'il avait volé. J'ai demandé le divorce mercredi après-midi. Marc n'était pas encore au courant. Il ne serait notifié que vendredi, la veille du dîner civilisé qu'il avait prévu et où il allait me quitter. Jennifer a également trouvé quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Rachel avait inscrit Marc comme père sur son dossier médical prénatal. Cela signifiait qu'il existait une preuve légale. Et dans l'État de Washington, l'adultère n'avait pas d'incidence sur la garde des enfants, mais un faux témoignage devant un tribunal, si. L'accord de garde rédigé par Marc et Rachel affirmait qu'ils n'avaient commencé leur relation qu'après la rupture irrémédiable de notre mariage. Or, le dossier médical prouvait que Rachel était tombée enceinte 8 mois auparavant. Alors que Marc et moi étions encore ensemble, qu'il dormait encore dans notre lit, qu'il portait encore son alliance, ça vrai, ils avaient prévu de mentir au tribunal. Cela allait leur coûter cher. Jeudi soir, j'ai reçu un appel de Jennifer. « Il faut que tu vois ça », m'a-t-elle dit. « Peux-tu venir au bureau ?» J'ai dit à Marc que j'avais une réunion tardive avec un client, ce qui était en quelque sorte vrai. Arrivée au bureau de Jennifer, elle a affiché un relevé bancaire sur son écran. J'ai retracé le transfert de 200 000 $ effectué par Marc. Il ne s'est pas contenté de les épargner. Il les a investis dans quoi? Dans un bien immobilier. Un appartement à Bellingham. 3 chambres, 2 salles de bain. Une vue magnifique sur la baie. Jennifer a tourné l'écran vers moi. C'est au nom de Rachel. Il a acheté un appartement à ta sœur avec ton héritage. J'ai eu un vertige. Il lui a acheté une maison. Une maison pour eux et les enfants. Regarde la date d'achat. C'était il y a 8 mois.
juste après que Rachel soit tombée enceinte. Il planifie ça depuis longtemps. Sarah. J'ai fixé les photos de l'annonce. Cuisine moderne, parquet, une chambre d'enfant peinte en jaune pâle. Ils l'avaient déjà décorée. Ils avaient déjà construit leur nouvelle vie et attendaient juste d'y installer mes enfants. On peut récupérer cet appartement? Ai-je demandé. Le sourire de Jennifer était cruel. Oh, on va récupérer bien plus que ça. Elle a déposé une requête vendredi matin pour transfert frauduleux de biens matrimoniaux. L'appartement avait été acheté avec mon héritage, ce qui impliquait l'application du régime de la communauté de biens. Rachel allait devoir le vendre et le produit de la vente me reviendrait. Marc a reçu les papiers du divorce à son bureau vendredi midi. Il m'a appelé immédiatement. Sarah, c'est quoi ce bordel? Des papiers de divorce? J'ai dit calmement. J'étais dans mon bureau, porte fermée. Je pense que c'est assez clair. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? On peut en parler? Il n'y a rien à dire, Marc. Sarah, s'il te plaît. Est-ce que c'est parce que je travaille trop? Je sais que j'ai été distraite ces derniers temps, mais c'est à cause de toi, ma sœur, depuis 3 ans, ai-je dit doucement. C'est à cause du bébé qu'elle porte. C'est à cause des 200 000 $ que tu as volés sur nos comptes. C'est à cause de l'appartement que tu lui as acheté, et c'est à cause des documents de garde où toi et Rachel aviez prévu de me prendre mes enfants. Silence à l'autre bout du fil. Comment il a commencé? Emma a remarqué que Rachel portait ta bague. J'ai dit que notre fille de 9 ans avait vu ce que j'avais été trop naïve pour voir. Elle est plus intelligente que nous deux. Sarah, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas de tes explications. Je veux que tu quittes ma maison demain matin. Jennifer t'a déjà envoyé l'ordonnance d'éloignement par courriel. Tu as 24 heures pour emporter tes affaires. Tu ne peux pas me mettre à la porte de chez moi. C'est ma maison, Marc. Mon nom est sur l'acte de propriété. Tu as insisté pour qu'on mette la maison à mon nom uniquement pour des raisons fiscales. Tu te souviens? C'était un excellent conseil. Merci. J'ai raccroché. 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Rachel, ai-je répondu. Salut, ma sœur. Sarah, Marc vient de m'appeler. Il perd la tête. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Rachel. C'est toi qui es enceinte de lui. Elle a inspiré profondément. Comment l'as-tu su? Est-ce que ça a de l'importance? J'ai gardé une voix calme et froide. Tu pensais vraiment pouvoir me prendre mes enfants? Sarah, ce n'est pas comme ça. Les documents de garde disent le contraire. Les emails disent le contraire. 3 ans de mensonges en face disent le contraire. Je l'aime, a dit Rachel. Et elle pleurait maintenant. Je sais que ça n'excuse rien, mais je l'aime et il m'aime. On n'aurait jamais voulu que ça arrive. Vous avez acheté un appartement ensemble il y a 8 mois. Vous avez décoré la chambre du bébé. Vous avez engagé des avocats. Ce n'est pas arrivé par hasard, Rachel. C'était planifié, calculé. Tu as documenté ma façon d'élever mon enfant pendant plus d'1 an pour monter un dossier contre moi. Toi, ma sœur, tu as essayé de me détruire. Je ne te ferai jamais de mal. Tu as couché avec mon mari. Ma carapace s'est fissurée et ma voix s'est élevée. Tu portes son enfant. Tu allais me prendre mes bébés. Comment est-ce que ça ne me fait pas mal? On allait te le dire ce week-end, a dit Rachel. On allait le faire correctement. Il n'y a pas de bonne façon de faire ce que tu as fait. Je criais maintenant, les larmes ruisselant sur mon visage. Tu es ma sœur. Tu étais censée être de mon côté. Tu m'as tenu la main à la naissance d'Emma. Comment as-tu pu faire ça? Je suis désolée, a sangloté Rachel. Je suis tellement désolée. Les excuses ne réparent rien. J'ai essuyé mes yeux, vendu l'appartement, remboursé l'argent et je suis restée loin de mes enfants. Sarah, s'il te plaît, si tu t'approches d'Emma ou d'Owen, je porterai plainte pour harcèlement si vite que tu n'en auras plus le souffle coupé. Tu ne seras plus leur tante. Tu ne seras plus ma sœur. Tu ne représentes plus rien pour moi. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Puis je suis rentrée chez moi. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement. La bataille pour la garde a été brutale, mais elle s'est terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Quand l'avocat de Marc a vu les preuves, les emails, les relevés bancaires,
les plans documentés pour mentir au tribunal. Il lui a conseillé de trouver un accord. Marc a obtenu un droit de visite supervisé un week-end sur 2. J'ai obtenu la garde principale, la maison et le remboursement de mes 200 000 $, plus la plus-value de l'appartement. Rachel a dû vendre l'endroit qu'elle considérait déjà comme son chez-soi. Le bébé, une fille, est né 6 semaines après la finalisation de notre divorce. Marc m'a envoyé une photo. Elle ressemblait à Emma à la naissance. Je l'ai supprimée. Mes parents ont été anéantis en l'apprenant. Ma mère n'a pas adressé la parole à Rachel pendant 4 mois. Mon père ne l'accepte toujours pas. Les réunions de famille sont devenues pesantes. On est divisé entre le camp de Sarah et celui de Rachel. La plupart des gens ont choisi mon camp. Rachel a perdu le contact avec sa nièce et son neveu. Ses parents ont fait confiance à Marc, car, comme on dit, un homme qui trompe avec votre sœur, il la trompera aussi. Leur relation a duré 18 mois après la naissance du bébé. J'ai appris par des amis communs que Marc fréquentait une fille de sa salle de sport. Rachel m'a appelé en pleurs, me demandant si on pouvait parler. J'ai raccroché. Je ne le regrette pas. Emma me pose des questions sur sa tante Rachel. Parfois, je lui explique que les adultes font parfois des choix qui blessent ceux qu'ils aiment et qu'il y a des conséquences à ces choix. Elle semble comprendre. Elle a 11 ans maintenant, et elle est très mature pour son âge. Owen ne se souvient pas de grand-chose. Il n'avait que 6 ans quand tout a commencé. Il sait qu'il a une demi-sœur qu'il n'a jamais rencontrée, mais ça ne semble pas l'intéresser beaucoup. Je suis en thérapie depuis 2 ans. J'ai appris que la trahison bouleverse le cerveau, qu'elle remet tout en question. J'ai appris qu'on peut aimer et haïr quelqu'un en même temps. J'ai appris que la confiance, une fois brisée, est presque impossible à rétablir. J'ai aussi appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. Le mois dernier, je suis devenue associée dans mon cabinet spécialisé en droit de la famille. Je défends des femmes qui vivent ce que j'ai vécu. Je les aide à tout documenter, à geler leurs avoirs, à protéger leurs enfants. Je suis douée pour ça parce que je l'ai vécu. Parfois, je croise Marc en ville. Seattle est grande, mais pas à ce point-là. Il a l'air plus vieux maintenant. Fatigué. Il a pris du poids. Il a perdu ses cheveux. Il a essayé de me parler une fois, au match de foot d'Emma. Je suis partie. Rachel m'a envoyé une lettre l'année dernière. 5 pages manuscrites. Je l'ai brûlée sans la lire. Je n'ai pas besoin de ses excuses. Je n'ai pas besoin de ses explications. Je n'ai besoin de rien d'elle. J'ai mes enfants. J'ai ma carrière. J'ai des amis qui ont prouvé leur soutien quand tout s'est effondré. J'ai une vie qui m'appartient, bâtie sur la vérité et non sur le mensonge. Et j'ai une petite fille de 9 ans qui a remarqué quelque chose d'anormal et qui a osé le dire. Emma m'a en quelque sorte sauvée. Sa question innocente a brisé l'illusion et m'a forcé à voir la vérité. J'apprends maintenant à mes enfants à faire confiance à leur intuition, à s'exprimer quand quelque chose cloche, à être attentifs. L'observation d'Emma concernant la bague nous a tous épargné des années de mensonges bien plus compliqués. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Marc et Rachel avaient réussi. S'ils me l'avaient annoncé ensemble, lors de ce dîner civilisé qu'ils avaient prévu. Si j'avais été prise au dépourvu, sans avoir le temps de me préparer. Je pense que j'aurais survécu. Je suis une survivante. Mais je suis reconnaissante de ne pas avoir eu à le découvrir. L'autre jour, Emma m'a demandé si j'étais heureuse. Nous préparions le dîner ensemble, nous coupions des légumes pour un sauté. Oui, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Je le suis vraiment. Même sans papa, surtout sans papa. Elle a souri. Elle est assez grande maintenant pour comprendre, au moins en partie, ce qui s'est passé. Elle est assez grande pour savoir que son père a fait des choix qui ont blessé notre famille. Elle l'aime toujours. C'est son père, mais elle le voit clairement maintenant. Sans illusion. Tu penses te remarier, m'a-t-elle demandé. Peut-être un jour, ai-je répondu. Mais je ne cherche pas. Ma vie me convient comme elle est. Et c'était vrai. J'apprécie la tranquillité d'esprit de savoir que chacun chez moi est bien celui qu'il prétend être. J'aime ne pas avoir à me demander où est ma partenaire ou à qui elle envoie des SMS. J'aime la simplicité de ma vie avec mes enfants. En fait, je fréquente quelqu'un en ce moment. Il s'appelle David.
Il est vétérinaire, divorcé et père de 2 enfants. Nous nous sommes rencontrés lors d'une activité scolaire. Il connaît mon histoire. Je lui ai tout raconté à notre 3e rendez-vous. Je lui ai laissé la possibilité de s'arrêter si c'était trop dur. Il est resté. On prend notre temps. Je ne pense pas que je serai un jour à nouveau quelqu'un qui fait facilement confiance, et il respecte cela. Il ne force rien. Il est toujours présent, tient ses promesses et me laisse le choix du rythme. Parfois, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose de grave. Pour l'instant, je découvre que David n'est pas celui qu'il prétend être. Mais jusqu'à présent, il s'est montré exactement comme il se présente. Un homme bon qui aime ses enfants, traite les animaux avec douceur et pense que je mérite qu'on attende. La semaine dernière, Emma m'a dit avoir croisé sa tante Rachel au supermarché. Rachel a essayé de lui parler, mais Emma s'est éloignée. « Ai-je bien fait ?» m'a-t-elle demandé plus tard, inquiète. « Tu t'es protégée », lui ai-je répondu. « C'est toujours la meilleure chose à faire. » Elle a hoché la tête, satisfaite de ma réponse. Ma fille a appris très tôt que l'amour sans limite est dangereux. Que la famille n'implique pas une confiance automatique, qu'on peut tourner le dos aux personnes qui nous font du mal, même si on est de la même famille. Ce sont des leçons difficiles pour une enfant de 11 ans. Mais elle est résiliente. Ils le sont tous les 2. Nous avons suivi une thérapie ensemble pendant 1 an après le divorce. Le thérapeute les a aidés à traverser cette période difficile et à comprendre que rien de tout cela n'était de leur faute. Parfois, les adultes font des choix égoïstes et les enfants en subissent les conséquences. Owen m'a dit un jour qu'il était content que nous soyons seuls maintenant. La maison de papa est bizarre. Il dit qu'il ne s'y sent pas chez lui parce que ce n'est pas chez lui. La maison, ce n'est pas une question de biologie, de sang ou de papier. La maison, c'est là où l'on est en sécurité. Là où les gens vous disent la vérité. Là où vous n'avez pas à vous demander si ceux qui vous aiment complotent contre vous. Ma maison, c'est nous 3. Moi, Emma et Owen, plus notre chien Charlie, que nous avons adopté 6 mois après le divorce. Un chien croisé recueilli, qui avait lui aussi vécu des traumatismes et qui avait juste besoin qu'on lui donne une chance. Je comprends ce sentiment. Parfois, tard le soir, une fois les enfants endormis, je repense à ces 3 années. À toutes ces fois où Rachel s'asseyait à ma table de cuisine, buvant mon café et m'aidant à faire mes devoirs. À toutes ces fois où Marc m'embrassait avant de partir en voyage d'affaires, qui n'était en réalité qu'un week-end avec ma sœur. À toutes ces fois où je leur ai fait une confiance aveugle alors qu'ils me mentaient effrontément. Je repense à quel point ils étaient proches de réussir. Si Emma n'avait pas remarqué la bague, aurais-je jamais découvert la vérité? Ou m'aurait-il prise par surprise? M'aurait-il enlevé mes enfants? M'aurait-il anéanti? Je pense à cette réalité alternative où je n'aurais pas vérifié les relevés téléphoniques, trouvé les emails, agi assez lentement. La version de cette histoire où j'aurais perdu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai découvert la vérité. Je me suis battue. J'ai gagné. Et maintenant, j'aide d'autres femmes à faire de même. Chaque cliente qui entre dans mon bureau avec ce regard hébété, encore sous le choc de la trahison, je me revois il y a 3 ans. Et je leur dis ce que j'aurais aimé qu'on me dise, tout documenter, faire confiance à son instinct, se battre de toutes ses forces. Elles sont plus fortes qu'elles ne le pensent. La plupart finissent par me croire. Le plus étrange, c'est que la trahison de Rachel m'a fait plus mal que celle de Marx. J'aimais mon mari, mais notre relation s'éloignait déjà. Les longues heures de travail, nos centres d'intérêt différents. Je crois qu'une partie de moi savait que quelque chose clochait. Je refusais simplement de le voir. Mais Rachel, je n'ai rien vu venir. Ma sœur est censée être mon pilier, mon allié, celle qui m'aide à cacher le corps, pas celle qui crée la scène de crime. La perdre, c'était comme perdre un membre. Elle a fait partie de ma vie pendant 37 ans. On avait tout partagé. Et elle a utilisé toute cette connaissance, toute cette intimité pour me blesser encore plus profondément. C'est ça que je ne peux pas pardonner. Ni la liaison, ni la grossesse, ni même la tentative de m'enlever mes enfants. C'est qu'elle savait exactement comment me détruire. Et elle l'a fait quand même. Mes parents voulaient qu'on se réconcilie. C'est ta sœur, disait ma mère. La famille, c'est la famille. Mais je lui ai appris ce que j'avais compris. La famille, c'est ce qu'on choisit. La biologie, c'est la biologie. J'ai choisi mes enfants.
Je me suis choisi. J'ai choisi la vie que je construis maintenant, brique par brique, avec des gens qui ont mérité leur place. Et cette vie est belle. Mieux que belle, en fait. Elle est authentique. Elle est vraie. Elle est mienne. Emma a remarqué la bague et, ce faisant, elle nous a tous sauvés.